Bienvenue, on va s'attaquer à une question qui est franchement assez fascinante. Comment est-ce qu'un ordinateur arrive à comprendre le langage humain avec toutes ses nuances, toute sa complexité? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur même de cette mécanique. Regardez-moi cette équation. Roi moins homme plus femme égale reine. À première vue, ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord. Et pourtant, pour une machine, c'est un calcul tout à fait réalisable. Alors la grande question, c'est comment? Comment est-ce qu'une machine peut bien faire des additions, des soustractions, avec des idées aussi abstraites que roi ou femme? C'est justement le mystère qu'on va résoudre ensemble. On entre tout de suite dans le vif du sujet, on va décortiquer ces fameuses équations de mots pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette logique un peu folle. Et voilà le secret, la clé de tout. Pour qu'un ordinateur puisse manipuler des mots, il faut d'abord les traduire dans la seule langue qu'ils comprennent vraiment, celle des nombres. Pour que ce soit plus clair, il faut changer notre façon de voir les mots. Imaginez qu'ils ne sont pas juste une suite de lettres, mais plutôt des points qui flottent dans un espace immense, un peu comme une constellation de sens. Le nom technique pour ça, c'est vecteur de texte. On entend aussi souvent le terme anglais word embedding. En fait, c'est tout simple. C'est une liste de coordonnées numériques qui donne à chaque mot sa propre place dans cet espace. Et cette place, attention, elle n'est pas choisie au hasard. Elle représente vraiment ce que le mot signifiait. Pour que tout ça devienne un peu moins abstrait, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, la relation qu'il y a entre un pays et sa capitale. Et vous allez voir, le processus est étonnamment logique. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on place nos mots sur un graphique. Ensuite, on calcule le lien en mathématiques qui existe entre eux. Et enfin, on réutilise ce même lien pour deviner un nouveau mot. Ok, alors visualisons un graphique tout simple en 2 dimensions. On met un point pour le mot USA et un autre pour le mot Washington. Chacun a ses propres coordonnées. C'est là que la magie opère. Si on soustrait les coordonnées de USA de celles de Washington, on n'obtient pas juste un chiffre, on obtient une direction, une flèche. Et cette flèche, ce vecteur, c'est la représentation mathématique du concept et la capitale de. D'accord. Maintenant qu'on a notre flèche capitale 2, on va la prendre et simplement la déplacer. On la fait partir d'un autre point sur notre graphique, le point Russie. La question qui se pose est évidente. À la fin de cette flèche, où est-ce qu'on atterrit? Logiquement, elle devrait nous indiquer la capitale de la Russie, n'est-ce pas? Et bingo! La flèche pointe pile dans la zone du vecteur qui correspond à Moscou. C'est incroyable. L'ordinateur a compris l'analogie. USA est à Washington, ce que Russie est à Moscou. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce principe ne marche pas que pour les pays et leurs capitales. Non, il permet de représenter et de calculer toutes sortes de relations possibles et imaginables entre les mots. Regardez ces exemples. On peut appliquer la même logique pour les conjugaisons de verbes, comme marcher et marchand, ou pour les liens familiaux, comme frères et sœurs. La structure mathématique derrière est toujours la même. C'est ça la puissance de ces analogies vectorielles. Il y a un détail important à comprendre. Notre petit graphique avec les capitales, il avait 2 dimensions, pour qu'on puisse le visualiser. Mais en réalité, les ordinateurs, eux, ils travaillent avec des centaines de dimensions, souvent plus de 300. C'est un espace conceptuel d'une richesse qu'on ne peut même pas imaginer et qui permet de capter des nuances de sens extrêmement fines. Ok, mais une question reste en suspens. Comment l'ordinateur sait-il que le point où la flèche arrive est le plus proche de Moscou? Ça nous amène à une autre idée clé, comment on mesure la ressemblance entre les mots. Le premier réflexe, ce serait de prendre une règle et de mesurer la distance en ligne droite. C'est ce qu'on appelle la distance euclidienne. Sauf que pour le langage, c'est souvent trompeur. Il y a une méthode beaucoup plus fine, la similarité cosinus. Elle ne se tue pas de la distance, mais de l'angle entre les flèches. Plus l'angle est petit, plus les mots sont proches en termes de sens. En gros, la similarité cosinus, c'est comme donner une note de ressemblance. Si la note est de 1, les vecteurs sont parfaitement alignés, le sens est identique. Si la note est de -1, ils pointent dans des directions complètement opposées. C'est l'outil parfait pour juger de la proximité de sens. Pour faire vraiment simple, si 2 flèches de mots sont l'une sur l'autre, leur angle est de 0 et leur score de similarité est de 1. C'est le même sens. Si elles forment un angle droit, un angle de 90 degrés, leur score est de 0. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'accord, c'est bien beau toute cette géométrie du langage, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important? Quel est l'impact de tout ça dans le monde réel? Cette phrase, elle résume tout parfaitement. En fait, la distance conceptuelle entre roi et homme, c'est exactement le même vecteur, la même flèche, que celui entre reine et femme. C'est de l'arithmétique, mais appliqué au sens lui-même. Donc, pour résumer, on peut transformer les mots en coordonnées, en vecteurs. La distance et la direction entre ces lecteurs ont un vrai sens,
Et grâce à ça, on peut littéralement faire des maths avec des mots pour découvrir des relations et résoudre des analogies qui, avant, semblaient être du domaine de l'intuition humaine et seulement de l'intuition. Et tout ça, ça nous laisse sur une dernière question, une question assez vertigineuse. Si les machines maîtrisent déjà la structure de notre langage à ce point, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qu'elles seront capables de comprendre demain?